Le débat du dimanche, bienvenue à ce numéro qui sera essentiellement consacré au Rwanda avec ce troisième mandat de Paul Kagame. Le dialogue politique au Congo-Brazzaville, nous allons en parler. Également l'invalidation par la Cour de justice de la CEDEAO du nouveau code électoral burkinabé, un code qui interdisait aux proches de Blaise Compaoré de concourir lors des prochaines élections, les élections d'octobre. Nous allons également parler de ces vérités du président Ibeka lors de la présentation des vœux pour le Ramadan. Ce sera avec nos invités Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Etienne Fakaba Sissoko, économiste, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Désormais, plus rien ne s'oppose à un troisième mandat de Paul Kagame. Le Parlement rwandais lui donne le feu vert. Les députés affirment avoir pris en compte l'appel de près de 4 millions de Rwandais qui ont donc appelé au maintien au pouvoir de Paul Kagame. Ici, nous écoutons quelques députés, également la présidente du Parlement rwandais. Si nous acceptons d'être à la merci des pays étrangers ou d'autres gens, les Rwandais seront orphelins de Kagame alors qu'il nous appartient. Permettez-moi, monsieur le modérateur, de dire à certaines personnes et surtout aux partis verts que leurs demandes n'ont pas de fondement. Ce qui s'est passé ici est très important parce que ça relève de la compétence de la population. Nous avons rendu publique la volonté d'environ 4 millions de Rwandais. Certains Rwandais n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer alors que c'est leur droit. Alors Alexis Calambri, plus rien ne s'oppose à un troisième mandat de Paul Kagame. Un premier commentaire là-dessus? Plus rien ne s'oppose. En fait, plus rien légalement ne s'oppose à partir du moment où l'Assemblée se prononce de cette façon, mais en même temps, rien n'est joué encore. Etienne Fakaba Sissoko? Non, je suis d'accord avec Alexis, d'autant plus que ce n'est juste qu'une formalité légale. La deuxième étape, c'est évidemment le référendum, la préparation du référendum et l'élection lui-même de Paul Kagame. Parce que le fait de modifier la Constitution n'est pas automatiquement l'élection de Paul Kagame. Il faudra que le peuple lui confère cette légitimité qu'il lui a donnée à travers ce vote-là. Vous tenez des propos diplomatiques pour une fois, vous deux, et ça m'étonne. Plus rien ne s'oppose au troisième mandat. Ce n'est pas vrai, Étienne, ce que tu dis, et tu le sais très bien. Tu fais la fine bouche. Le problème, c'est que c'est très intéressant ce qui se passe au Rwanda. On va en reparler dans les détails. Pour le moment, je dirais que absolument rien ne s'oppose désormais au troisième mandat de Kagame. Je le dirai pour toi tout à l'heure. Oui, Adam Cham, sur la question. Oui, non, je suis de cet avis. Bon, pour cette fois-ci, c'était quand même original. C'est la première fois que 4 millions d'individus et un Parlement, effectivement, appellent un président à changer la Constitution pour pouvoir se représenter. Pour moi, le problème n'est pas la possibilité constitutionnelle pour Paul Kagame de se représenter, c'est le principe même de remettre en cause le mandat qui réglemente l'alternance. Et l'autre problème, c'est si Nkurunziza le réussit, Paul Kagame le réussit, qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, le Congo-Brazza de le faire? Qu'est-ce qui empêcherait la RDC de le faire? Et est-ce que, en le faisant avec cette échelle-là, on n'est pas simplement en train d'aller vers de nouvelles constitutions africaines qui suppriment simplement la clause de l'alternance? On est dans deux études de cas très très intéressants. Si on applique la chose au Burkina Faso, par exemple, le peuple qui empêche au président Compaoré d'aller vers un autre mandat, mais au Rwanda, c'est le peuple, près de 4 millions d'habitants qui demandent au président de rester. C'est des cas assez importants. Oui, c'est vrai que ce n'est pas similaire tout à fait, parce que si vous prenez le cas rwandais, à la limite, on peut douter
la sincérité des 4 millions parce que il y a une chape de plomb et Kagame est une main de fer, il dirige d'une main de fer et il n'est pas évident que les gens se soient exprimés librement. Donc, déjà, c'est vrai que dans le cas burkinabé, il y a eu plus d'ouverture, les gens se sont exprimés et aujourd'hui, le principe est l'alternance. Le principe est l'alternance. Personne ne nie à Kagame qu'il a bien dirigé, mais il faut savoir partir. Est-ce que les bons résultats de Kagame sont-ils en train de plaider en sa faveur pour son maintien, Étienne? C'est surtout les populations elles-mêmes qui sont en train de plaider en sa faveur, en plus des résultats, bien entendu. Et quand j'entends Adam dire que c'est la question de l'alternance, c'est la question de la remise en cause des constitutions, je dis non. Aujourd'hui, on ne peut pas changer, on ne peut pas vouloir maintenir une constitution pour la simple raison de modifier. On ne peut pas réclamer l'alternance parce qu'il faut réclamer l'alternance. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu également en Égypte où on a créé l'alternance au prix de nombreux sacrifices, mais qui a donné un résultat médiocre. Aujourd'hui, la question fondamentale qu'on doit se poser, et c'est pas avec une langue de bois que je le dis, c'est que il a un résultat, il a le peuple avec lui, que l'on remette en cause la façon dont les pétitions ont été signées, d'accord, mais jusqu'à présent, rien n'est joué, parce que le référendum en lui-même est un obstacle, parce que le référendum peut échouer. L'élection en elle-même est une étape également. Donc aujourd'hui, il y a 2 verrous au minimum qui empêchent aujourd'hui Paul Kagame d'être réélu pour un 3e mandat. Madame, est-ce qu'on peut dire si le président travaille bien, si les populations se reconnaissent dans ses œuvres, est-ce que cela veut dire qu'il faille marcher, piétiner, tripatouiller la Constitution? Voyons comment les constitutions sont adoptées. Lorsque elles intègrent les clauses, toutes les constitutions passent à un référendum. Donc c'est le peuple qui dit pas plus de 2 mandats, à vrai dire. Et après, on le change parce que le même peuple, connaissant les conditions de l'Afrique, peut dire, en tout cas par son résultat, oui, nous ne voulons pas de l'alternance. Et c'est ce qui s'est passé au moins dans 11 pays africains où il y a eu un changement de la clause, le déverrouillage constitutionnel. Bon, ma question n'est pas... Moi, j'ai rien contre la non-limitation des mandats, Étienne. Je dis simplement que lorsque c'est dans une constitution et que tu la changes, il y a un problème. Et je dis aussi, bon, peut-être que le temps, et je crois que Konaré avait dit ça quand il était président de la Commission de l'Union africaine, peut-être qu'il faut simplement que le peuple débatte sur ça et que sur un consensus, effectivement, on aille vers la levée de cette clause qui crée quand même beaucoup de problèmes après en Afrique parce que la plupart des crises sont dues au fait que quelqu'un essaie de limiter les mandats, enfin de lever la limitation, et les oppositions disent non. Donc, moi, je ne partage pas votre point de vue. C'est-à-dire que sur le continent, dans le marigot politique africain, il y a plusieurs poids, plusieurs mesures. Ça dépend de votre poids dans la sous-région. Kagame, il a un poids. Je vous rappelle par exemple que l'Algérie a changé de constitution, a modifié un article de la constitution qui permet au président de la République de se présenter le nombre de fois qu'il le désire. Pourquoi? Parce que l'Algérie a le pétrole. L'Algérie, en termes de rapport de force, c'est un pays important. Kagame, c'est quelqu'un qui, c'est vrai, qui a travaillé pour son pays. En termes de rapport de force dans son pays, il n'y a pas de manifestation comme nous l'avons connu au Burkina Faso. Ensuite, par rapport à l'étranger, par rapport à l'Occident, par rapport aux Américains, c'est quelqu'un qui compte énormément. Donc forcément, les gens sont obligés de tenir compte de cela. Maintenant, si vous avez un pays comme le Burkina où il y a 1 million de personnes qui marchent dans la rue pour dire non, ou par exemple le cas burundais, ça appelle les pays occidentaux ou l'extérieur à demander au président de ne pas modifier la Constitution. Aujourd'hui, vous pouvez modifier les constitutions en réalité sur le continent à 3 conditions. 1,
qu'il n'y ait pas de contestation à l'intérieur. 2, que vous soyez un homme fort. 3, que vous soyez un pays puissant, économiquement ou politiquement. Et qu'ensuite, que vis-à-vis des pays étrangers, vous ayez des rapports de force qui vous permettent de leur dire non et de leur permettre, des rapports de force qui les obligent à respecter ce que veut votre peuple, votre peuple entre guillemets. Oui, c'est ce que je veux dire. Non, mais c'est-à-dire le problème, c'est plaçons-nous dans les années 90 où on a eu cette constitution qui limite les mandats. Et donc c'est une posture démocratique de dire effectivement on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Et quand tu les lèves, il y a un problème. Et ensuite, ce n'est pas parce que tu as de bons résultats ça passe forcément. Kagame passe pour avoir de bons résultats, mais les États-Unis lui ont dit clairement qu'ils sont opposés à toute réforme constitutionnelle. Et si on continue comme ça, Ronald Reagan aurait levé les constitutions, Clinton aurait levé les déverrouillages. Non, je ne pense pas effectivement que ce soit lié à un résultat. C'est simplement la posture de respecter ou non une clause. Ce que je voudrais dire, c'est que la logique de Kagame, s'il continue sur sa logique, c'est dit parvenir à démontrer qu'en Afrique on peut réussir des choses qu'il a réussi, le plus simple aurait été de faire une alternance à la Poutine. Poutine est parti sans partir, mais il a respecté la ça Constitution. C'est pire quand même. C'est pas pire, au moins c'est légal. Ok. Non, 2 précisions. D'abord, ce n'est pas lui qui fait ces tripatouillages comme vous laissez entendre. Il peut ne pas le faire, mais il les encourage, non, il les suscite. Il a dit devant des milliers de personnes. Même parlé de tripatouillage. Oui, c'est ce Non, j'ai posé la question. Oui, dans la question, voilà. On sait où est-ce que vous voulez en venir. Et donc il a dit dans son discours en février qu'il n'est pas question que lui il change la constitution, que ce n'est pas de son ressort, c'est du ressort du peuple. Et si le peuple décide de le changer, lui il n'a rien contre. Et aujourd'hui, c'est les textes du Sénat et du Parlement qui disent que lorsqu'un nombre important de la population saisisse le Parlement ou le Sénat sur une question, qu'ils sont obligés d'examiner la question. Et que si trois quarts des membres du Parlement et du Sénat décident également de changer la Constitution, que cela se fait. Et c'est marqué dans la Constitution. Donc aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher d'être à l'origine de ce changement. Deuxième aspect, les 3 critères que Serge vient d'énoncer ne tiennent pas. Pour la simple raison que Blaise était très fort dans la sous-région, il était un pion quand même important. Deuxième raison qu'il a évoquée, je ne sais plus. Le peuple, la réaction du peuple. Oui, comment le peuple a réagi au Burkina. C'est la seule raison qui vaille. C'est la seule raison qui vaille. Et sinon, le bilan économique également, on l'a dit, il était à 7,2% de croissance économique quand on le débarquait. Oui, en tout Donc, cas, oui, ces raisons-là ne tiennent absolument mais Alexis, on a du mal à suivre Kagame, puisque récemment il décourageait Nkurunziza de vouloir aller vers un autre mandat. On a du mal à le suivre. Sur ce plan, il est plein de contradictions parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas pour et qu'il n'a même pas encouragé. C'est pas vrai. Les cimetières sont pleins de gens indispensables et il ne l'aurait pas voulu que ça ne se serait pas passé. Je suis persuadé que si vous voulez modifier aujourd'hui une constitution, que si vous n'avez pas de résistance à l'intérieur, comme on a eu au Burkina, si vous êtes un pays puissant comme l'Algérie, économiquement je veux parler, si vous êtes un homme fort comme Kagame, vous modifiez la Constitution. Ok, nous restons sur le même chapitre pour savoir si le président Denis Sassou Nguesso lui aussi aura le cutus pour se représenter à la prochaine présidentielle. La question n'est pas définitivement tranchée, elle était au centre du dialogue politique ouvert cette semaine à Sibiti. Notre correspondant au Congo-Brazzaville, Alain Chougou, a recueilli quelques impressions. Nous les écoutons ici. Il s'agit de faire que la capacité d'écoute, la courtoisie des propos, la liberté, la tolérance des opinions et la sérénité des débats permettent au dialogue national 2015 de déboucher sur le nécessaire consensus attendu par notre peuple. Nous avons des idées, nous avons notre vision de ces 2 questions. Nous allons apporter nos idées dans le débat et puis chaque parti se déterminera et on verra dans quel sens ira le consensus. Ce choix porté sur le président Mami Itou rassure l'opposition qui est dans la salle
sur le caractère sérieux des travaux et l'impartialité dans la recherche du consensus. Adam Thiam, si ça marche pour Kagame, il peut y avoir un précédent. Ça peut aussi marcher pour le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, etc. Non, voyons même l'ensemble de la région. Donc Burundi, Rwanda, RDC, Congo, Ouganda. Ouganda, le président ougandais n'a jamais cru un moment au concept de démocratie occidentale. Nkurunziza va déverrouiller, Paul Kagame a une avenue devant lui, et au Congo, Brazza, effectivement, la rencontre de CBT est arrivée, effectivement, à la conclusion que en fait, cette réunion ouvre la voie pour un troisième mandat pour le président Sassou Nguesso. Et je ne vois pas ce qu'on pourra lui reprocher. Ce qu'on n'a pas pu reprocher à Nkurunziza et à Kagame, je ne vois pas comment on le reprochera à Nguesso, et je ne vois pas comment on le reprochera après à Kabila. Le seul constat que je fais, moi, c'est est-ce que l'Afrique n'a pas simplement atteint le stade où elle doit déclarer la mort des systèmes, des constitutions pratiquement anglo-saxonnes, parce que c'est elles qui vont pour la limitation des mandats. Il y a 11 pays qui ont déjà déverrouillé, il va y avoir 4 ou 5 qui vont le faire, et l'épidémie est là. Alexis, dans les extraits qu'on vient de suivre, il y a le mot consensus qui est revenu très fréquemment dans les différents... Non, c'est difficile de dire consensus, parce que ce n'est pas parce que le peuple ne s'est pas levé contre que il est pour. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, si vous regardez aussi bien dans le cas rwandais que congolais, vous avez une grande partie de la population en exil qui a crié, qui a rué dans les brancards, souvent sans résultat. Mais et c'est dommage qu'on n'entende pas l'Union africaine, parce que il y a quand même, Adam peut témoigner, il a travaillé à l'Union africaine. Il va travailler encore là-bas. Je l'espère pour lui. Il y a quand même des principes qui ont été adoptés par l'Union africaine allant dans le sens de la limitation des mandats. Etienne Fakaba. Adam, réagissez avant. Ah non, je veux dire, il y a le protocole additif de paix et de sécurité de l'Union africaine qui limite le mandat et qui réglemente les changements constitutionnels. Mais je ne crois pas que ça a été ratifié par le nombre requis, et je ne crois donc pas que ce soit entré en vigueur. Mais cela veut dire simplement que les dirigeants africains ne prennent pas au sérieux le projet démocratique. Oui. Etienne Fakaba, je disais que ce n'est absolument pas le même scénario ce qui se passe en République démocratique. Le débat se fait essentiellement entre hommes politiques, entre formations politiques. Le peuple, pour l'instant, n'a absolument pas parlé. Ce sont les représentants du peuple. Non, j'en viens. Aujourd'hui, vous avez vu dans le reportage que vous avez montré, on a marqué opposition modérée. Une partie de l'opposition, non moins importante, a refusé de participer à cette rencontre-là, qu'elle a jugé comme étant un monologue du parti majoritaire. Donc aujourd'hui, au Congo, on ne va pas faire. Le véritable débat, c'est de savoir est-ce que oui ou non, c'est le peuple qui demande. Non, Etienne, on ne peut pas vous suivre. Vous ne pouvez pas applaudir Kagame qui change la constitution. Moi, j'applaudis. Et ne pas empêcher Denis Sassou Nguesso de faire la même chose. Non, c'est pas le même contexte, c'est pas le même scénario justement. Quel bilan économique il a, quel bilan social il a, quel poids il a dans la sous-région aujourd'hui, et au regard de la condition de misère dans laquelle vit sa population. Qu'est-ce qui lui vaut ce troisième mandat-là? Ce qui est simple, c'est que vous savez qu'Étienne a été invité au Rwanda, mais pas au Congo, ça se comprend. Voilà, on fait avec. Mais le problème, c'est que Sassou Nguesso, non, c'est faux, hein, c'est une boutade. Sassou Nguesso, à mon avis, est en train de jauger d'abord la population. C'est pas encore évident pour lui de passer comme ça, parce qu'on ne sait, l'opposition radicale, comme Étienne l'a dit, n'a pas participé au racisme. Ensuite, il n'est pas, permettez l'expression, il n'est pas aussi assis que Kagame. Mais je vous garantis une chose, si la rue ne marche pas, la rue ne gronde pas, si la rue ne se réveille pas, s'il n'y a pas une opposition interne, si la communauté internationale, Sassou Nguesso a été reçu il n'y a pas longtemps par les Français par exemple, si la communauté internationale ne réagit pas, si la rue, le principal critère,
c'est la réaction à l'intérieur de nos pays. Si la société civile ne réagit pas, allez vous coucher, Sassou Nguesso, il va faire notre mandat. Serge, c'est ça, le critère, c'est simplement l'accueil intérieur de la décision. C'est capital. La communauté internationale, c'est pas important. Parce la communauté internationale suit. Au Burundi, elle s'oppose, mais le président... ça a affaibli le président. Oui, d'accord, mais il est en train de... Le principal critère, c'est la réaction des populations. C'est la réaction. Et quand il n'y a pas de réaction... Mais l'autre chose, tu ne peux pas dire non plus, tu peux pas dire, à mon avis, c'est incohérent de dire que Kagame a le droit, parce que 4 millions de Rwandais demandent de le faire parce qu'il a un bon bilan. Sur 6 millions d'électeurs. 4 millions d'électeurs sur 6 millions d'électeurs. Non, il y a 4 millions de Rwandais. Oui, c'est des 4 millions de Rwandais. Non, pas les électeurs. Si. Non, pas les électeurs. Non, c'est des Rwandais. C'est des Rwandais. C'est des Rwandais, mais c'est des électeurs. Vous n'en savez rien. Écoutez, électeurs, il faut la majorité. Vous n'en savez rien. Écoutez, justement, tous ceux qui ont signé, l'une des conditions. Est-ce que vous avez lu la pétition? Moi, si. Moi, si. Et dans la phase introductive de la pétition, il est clairement dit que pour signer la pétition, il fallait avoir la majorité. Donc, c'est des électeurs. Mais tu peux être. C'est l'une des conditions. Pour l'instant, on dit que c'est. On dit que c'est 4 millions de Rwandais. 4 millions de Rwandais. C'est des conditions qu'on ne connaît pas forcément. Il y a infiniment plus de Rwandais. C'est pas une élection. Il y a infiniment plus de Rwandais qui ne se sont pas prononcés. Parmi lesquels des opposants. Ceux qui et même en Ouganda, au Rwanda, où tu as une forte opposition à l'extérieur, il y a déjà des remous. Donc il faut pas préconiser deux mesures. Si c'est possible au Rwanda, ça devrait être possible au Congo-Brazzaville, possible également en République démocratique du Congo, en Ouganda, etc. Non, pas en République du Mali. Troisième thème de cette émission, le Burkina Faso rébellote, puisque la Cour de justice de la CEDEAO vient d'invalider le nouveau code électoral voté par le CNT qui interdisait aux proches de Blaise Compaoré de concourir aux prochaines élections. À Ouagadougou, l'information a été fêtée par les militants du CDP sur l'avenir Kwame Nkrumah. Nous écoutons ici Maître Herman Yameogo, qui est le représentant des partis affiliés au CDP. Au début de cette procédure, il y a eu une mauvaise interprétation de la loi internationale. Cette mauvaise interprétation de la loi internationale a amené à cette modification du code qui a débouché sur l'exclusion. Une décision a été prise par une instance à laquelle nous adhérons, aux instruments desquels nous avons adhéré. Nous demandons de ne pas faire une deuxième erreur de mauvaise interprétation. Parce que ce qui a été dit est clair. Dans l'intérêt de la paix, de la démocratie, de l'entente, d'élections apaisées, acceptons la décision et allons à ces consultations pour qu'elles soient justes et joyeuses. Voilà, Etienne Fakaba-Sissoko, est-ce qu'il s'agit là d'un camouflet pour le Conseil national de transition? Absolument pas, absolument pas. De toute façon, cette décision n'a aucune valeur, n'a aucun intérêt. Pour la simple raison, et là je parle sous le contrôle de Adam, que la charte de la CEDEAO interdit la révision de la loi électorale 6 mois avant les élections. Donc aujourd'hui, cette loi électorale ne peut pas être modifiée. Donc la partie qui est incriminée par la CEDEAO restera... Ce n'est pas la charte électorale, c'est la Constitution que tu ne peux pas réviser. Non, en plus des normes internationales, la charte de la CEDEAO également dit qu'on ne peut pas modifier la loi électorale 6 mois avant. Vous ne ferez pas l'injure aux magistrats de la CEDEAO. Il y a l'article incriminé, quand même, les autorités burkinabées se sont engagées à revoir l'article incriminé, l'article 135. Mais ils ont deux possibilités. Soit de modifier cette loi, et au risque de reporter les élections pour le mois d'octobre. Ce qui va être, à mon avis, impossible
dans les contextes où vous pensez que les magistrats de la CEDEAO ne savent pas ça? Puisqu'ils n'en ont pas tenu compte, c'est que ce que nous disons n'est pas vrai. C'est-à-dire c'est la Constitution que tu ne peux pas changer à moins de 6 mois des élections. Absolument. Et même là, il y a des pays où ça s'est fait. Au Niger, Tandja avait essayé de le faire et puis c'était passé. Ce serait passé sans le coup d'État. Vous voulez retirer le contenu d'une loi parce qu'il y a des partis qui sont illégaux et en même temps vous violez complètement les magistrats de la CEDEAO sont peut-être aussi bien formés que vous. Ils travaillent pour la CEDEAO. Je ne remets pas en cause la formation. Les autorités burkinabées se sont prononcées sur la question. Elles se sont engagées à revoir l'article incriminé, l'article 135. Je donne les implications justement de cette modification. C'est camouflé. C'est un camouflet de mon point de vue. C'est évident. Et je vois moi j'adhérais à l'exclusion disons des pros Blaise pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils ont montré qu'ils n'étaient pas démocrates. Et deuxièmement, aujourd'hui, c'est eux qui ont les moyens de remettre en cause la révolution et de s'en accaparer. Mais ce qui est évident, effectivement, c'est que le gouvernement mis en place pour la transition avait un mandat simple et clair. Ils ont voulu faire plus et voilà. Ils ont été rattrapés. Voilà. Alexis, c'est antidémocratique d'éliminer les non-démocrates. Il faut les laisser compétir. Parce que la transition marche quand même sur les yeux. Ils ne sont pas des gens. La révolution, c'est pas la démocratie. Ça peut conduire à la démocratie. Ils ont fait une révolution. Il y a une transition. On marche sur les œufs. On a fait au Mali, là où on a réussi, c'est qu'on a laissé quasiment tout le monde se présenter. La CEDEAO, l'institution, oui, heureusement d'ailleurs, parce que votre ami Sanogo serait toujours là. Bon, ça, c'est la dire par ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a quand même, et c'est très important, ils ont porté plainte devant une institution. Il faut respecter l'institution, cher ami. Donc, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est quoi? Qu'on laisse tout le monde compétir. Le peuple va choisir. Et c'est ça le problème. Moi, je trouve que c'est une décision qu'il faut respecter. J'en aurais terminé. Il faut respecter cette décision-là. Et puis surtout, aller aux élections. La meilleure transition, ce sont les transitions les plus courtes. Adam Cham. Etienne, vous allez avoir la parole. Allez-y. Ce qui est en cause, ce n'est pas le respect ou non de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est aujourd'hui, faut-il, oui ou non, bafouer cette révolution qui a marché? Parce que admettre que ces gens se présentent à ces élections, c'est d'abord, d'une part, on sait que militairement, le respect est toujours en place. Donc, militairement, ils ont un poids considérable. Politiquement, ce serait, par exemple, laisser un Djibril Bassolé passer à ces élections-là. Mais pourquoi on ne va pas laisser M. Bassolé se présenter? Pourquoi Bassolé n'a pas le droit de se présenter? Qui va être le retour à l'ordre ancien, le retour de Blaise Compaoré au pouvoir simplement. Mais aujourd'hui, il faut que on aide aujourd'hui le peuple burkinabé à dépasser cette étape de Blaise Compaoré. Le peuple burkinabé doit céder lui-même. Le peuple a son destin en main en sanctionnant à travers le vote ceux qui ont soutenu ou pas le président Blaise Compaoré lors de ces présidentielles. Moi, je ne vous apprends rien lorsque je vous parle des conditions d'organisation de ces élections et surtout du poids considérable et de l'argent que ces gens ont eu à amasser pendant les 28 années. Mais ce n'est pas le CDP qui va organiser ces élections-là. Mais le CDP a son argent pour organiser sa campagne électorale. Adam Cham sur la question. Moi, je crois qu'au Burkina, ce n'est plus la légitimité révolutionnaire qui est en cours, c'est une transition. Et il doit faire une élection dans 3 mois. Et ce que la Cour constitue, ce que les juges de la CEDEAO ont dit, c'est que ce n'est pas légal d'exclure un parti. Et le président de transition a dit qu'il tiendra compte de ça. Et donc, je crois que la question est très simple. La CDP sera candidate à l'élection présidentielle. Maintenant, qui à l'intérieur de la CDP voilà. Et donc les noms qu'on entend, etc., me font sourire. Cela veut dire simplement que le candidat de la CDP, le candidat de la CDP ne sera connu vraiment qu'au second tour. Oui. Sinon, leur candidat, c'est Edi Komboigo. Qui n'est pas proche d'être élu. Ça veut dire donc que le vrai candidat de la CDP n'est pas la CDP. Il peut avoir des surprises. Tout cela intervient aussi, Serge, dans un contexte de cadre de concertation, de dialogue avec
le Premier ministre Zida qui est de plus en plus dépouillé de certaines de ses... Oui, nous avons une reine d'Angleterre désormais au Burkina, sauf la couronne, sans la couronne et le charisme. Voilà. Donc, parce que ce qui s'est passé, je crois que c'est une décision sage, on l'a maintenue, pour faire plaisir à des gens comme Étienne. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que M. Kafando lui-même prend le poste de la défense. Parce que c'était le véritable problème. Il ne s'entendait plus avec ses frères d'armes, et c'est important, et qu'il n'aura pas la même mise sur les élections. Il ne fallait pas le faire partir comme ça, je pense. Ça aurait pu entraîner des crispations, etc. Mais il a coupé la part en deux, et moi, ça me rassure de plus en plus sur la tenue des élections en octobre. Oui, et normalement, la décision de la CEDEAO ne doit pas avoir d'impact négatif sur le cours des événements. Ça n'aura pas d'impact du tout pour les raisons que je viens d'évoquer. Et aussi, on a vu dans toutes les démocraties un Premier ministre sans portefeuille de la défense, sans portefeuille de la décentralisation ou je ne sais pas, d'organisation des élections. Donc aujourd'hui, il n'est pas une reine sans couronne. Il a son portefeuille de Premier ministre qui n'est pas rien, qui fait de lui le deuxième homme fort du Burkina. Oui, moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec Serge. Je ne sais pas si Zida vraiment a perdu du terrain. C'est vrai que le président a accepté le compromis, mais d'abord, la revendication, c'était de le faire partir. Or, non seulement il n'est pas parti, et même si la justification, c'est qu'ils vont dans les élections dans 3 mois, mais le même 16 juillet, le CNT a décidé de poursuivre l'ancien président devant la haute cour de justice et de poursuivre l'ancien président et tous les ministres qui ont participé au conseil des ministres du 21 octobre. Et il y a une dizaine de ministres qui sont poursuivis pour corruption. Je ne pense pas honnêtement que Jida perd dans cette affaire. Ok. Dernier thème de l'émission. Le président de la République du Mali tape encore du poing sur la table au cours d'une cérémonie de présentation des vœux lors de la fête du Ramadan. Ibeka a réitéré son engagement à lutter contre la corruption et à mettre un terme aux dérives. Le président sera impitoyable désormais. Qu'il soit d'égale imprégnation patriotique, nationaliste, d'oublier d'eux-mêmes de leurs petits égaux et de la dédicace entière à la République du Mali. En tout cas, tel sera dorénavant le critère absolu de compagnonnage. Tel sera dorénavant le critère absolu de compagnonnage. Pas une loyauté à Ibeka, pas son problème, mais une loyauté d'acier, un acier trempé à la République du Mali, dont le sol seul nous importe. Quand un peuple vous fait confiance à la hauteur qui a été la nôtre, vous n'avez pas le droit de décevoir. D'aucune façon et nulle considération ne pourrait et ne devrait vous entraîner à cela. Alexis Calambri, de nouveaux critères de compagnonnage à 2 ans de mandat. Est-ce qu'il ne fallait pas fixer ces critères-là depuis les premiers jours de ce quinquennat? Oui, ce qu'Ibeka dit, c'est que désormais, il y aura des critères. Peut-être qu'il n'y en avait pas, ou en tout cas, il n'y avait pas ces critères-là au départ. Désormais, voilà. Mais en même temps, ça veut dire que c'est des faiblesses qu'il a peut-être senties chez ses compagnons. Manque de loyauté au Mali, c'était clairement dit, et d'autres affaires. Etienne Fakaba Sissoko? Non, ce qui est bien dans son discours, c'est que lui-même reconnaît déjà que ça ne va pas. Mais ce qui est dommage, c'est que dans toute cette situation, nous, on l'attendait sur d'autres dossiers. Parce que nous, déjà, en tant que population, on fait ce que lui vient de faire, dénoncer. On fait ce que lui vient de faire, crier. On fait ce que lui vient de faire, proposer. Lui, ce qu'on attend de lui, c'est de l'action. Et aujourd'hui, le président de la République n'a proposé rien en termes d'action pour enrayer justement tous les maux qui minent notre pays. Et c'est ça qui est absolument frustrant. C'est ça qui est dommage. Les grands discours, les Maliens en ont entendu suffisamment. Oui, Serge Janel, c'est un peu ça. On a l'impression que c'est
encore la campagne. Alors, c'est le président de la République du Mali. On doit agir, on doit montrer des choses au concret. Il faut agir. Mais je pense qu'il y a deux observations que je voulais faire rapidement. C'est qu'on a entendu les mots se voler dans la salle, comme si ce qu'il disait, c'est quelque chose qui portait. En plus, lui-même, visiblement, à cause du carême, il était un peu affaibli. Mais dans le discours maintenant de ce qu'il dit, c'est très important. C'est que quand vous gouvernez, il faut faire le point à chaque année, à chaque moment. Il se rend compte qu'il n'est pas forcément sur la bonne voie. Il se rend compte, le président de la République, à mon avis, se rend compte qu'il n'est pas forcément sur la bonne voie et que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. C'est pas un aveu d'impuissance, pas un aveu d'échec, mais c'est une honnêteté, je pense, que de parler comme il a parlé d'abord. C'est vrai qu'il avait déjà dit la même chose, ce n'est pas maintenant qu'il faut le dire, mais le fait de l'avoir dit, il a sorti un terme que vous n'avez pas dans cet extrait-là. Il a parlé de rétrocommission. Oui. Vous savez c'est quoi les rétrocommissions? C'est-à-dire qu'une chose coûte 100 francs. Vous dites que ça coûte 20 000. La personne qui achète ça à 20 000 prend ça, on lui verse les 20 000, la personne vous verse quelque chose. Je suis désolé, sur plusieurs affaires dans ce pays, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le reconnaître, c'est une chose, mais là où on va le surveiller de près, c'est entre le discours et la méthode. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire ça, il ne va pas tenir ce discours-là, et que demain ou dans une semaine, s'il n'y a pas quelque chose qui suit, là on dira le président de la République a parlé pour rien. On se remémore la phrase, même si on l'a pas eu dans ce texte-là. Il a dit « Rétrocommission sur le dos du Mali, je serai impitoyable désormais ». Adam, c'est comme un aveu, comme quoi il y a eu des rétrocommissions sur lesquelles le président a peut-être laissé passer. Je me demande si on n'est pas en train d'insister simplement sur une partie assez légère de ce que je considère comme un sermon du président, parce que il y avait quand même un autre aspect, c'était sur l'hygiène publique. Si on regarde, il a passé plus de temps à parler de l'hygiène publique, y compris la propreté des mosquées, et même l'hygiène, il appelait bucco-dentaire, que la partie sur les rétrocommissions. Et pourquoi un sermon? Parce que c'était le jour de la fête, il avait installé la tradition de parler à la Oumma islamique. Moi, ce que je me dis, c'est, est-ce que c'est ce message qu'on doit dire à la Oumma islamique, nationale, même nationale, en ce moment, de défis qui assaillent l'islam presque partout. Ça s'est passé quand même le jour où il y a eu la nuit, je crois que c'est la nuit où il y a eu 14 militaires algériens qui étaient tués, l'ambassadeur algérien était là. Ça s'est passé le jour où 90 morts avaient été tués, 90 Irakiens avaient été tués par un attentat. Ça se passe avec le contexte où notre armée est dans la forêt de Sama. Ça se passe dans le contexte où partout en Arabie Saoudite, etc., il y a de sérieux problèmes. Donc je me dis simplement que peut-être ça aurait pu être mieux préparé, et je me demande si ce que le président a eu, ce n'est pas simplement l'envie, effectivement, de parler à son gouvernement. Est-ce que c'est à tout son gouvernement, ou est-ce que c'est à certains de ses ministres, parce que la plupart des menaces s'adressent à ce gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec la preuve. Parce que chez nous les catholiques, les nombreux il y a ce qu'on appelle l'homélie. L'homélie, c'est un thème. Tu vas pas, il n'y a pas 20 thèmes. Et je pense que l'un des thèmes en s'adressant à son gouvernement à cette occasion, c'était de parler de la corruption. Mais alors, quel était le thème de l'homélie? C'est une interprétation, c'est une grille de lecture. L'hygiène. Quand même, on a l'impression que tout le monde a eu sa dose de savonnette, les maires par rapport à l'hygiène. Non, aujourd'hui, on l'attendait plus sur les grands défis du pays. Et il est passé totalement à côté de cela. Aujourd'hui, non. Il est passé à côté de cela. Aujourd'hui, si vous voulez parler de religion, si vous voulez parler de religion, la problématique que nous affrontons aujourd'hui, c'est l'organisation même de la religion dans notre pays. Comment les gens sont formés, comment ceux qui vont à l'étranger se former, revenir, comment ils sont insérés, comment les prières sont organisées dans nos mosquées, comment lutter contre le fait qu'il y a des mosquées un peu partout Non. Aujourd'hui, si on voulait poser la problématique de la religion,
Ce n'était pas comme ça. Au-delà de la religion, on ne va pas s'embourber dans la question religion, mais ce que je voudrais poser comme question, Alexis, est-ce que tout de suite le discours du président ne traduit pas le malaise qu'il y a au sein de la majorité présidentielle, puisque ceux auxquels les propos sont adressés, ils ne sont pas de l'opposition, c'est la majorité, c'est le camp du président. Comment le savez-vous? Il n'y a aucun moment où le président, il n'a mentionné personne. Et il a renouvelé... Non, on voit simplement que le président, moi je l'ai suivi jusqu'à la fin, le président a fait un compliment au Premier ministre pour son action. Mais après, il n'a nommé personne. Il a dit simplement que... Mahmoud Dicko pour les mosquées, pour la propreté des mosquées. Maintenant, ce qu'il a dit simplement, c'est que son aune sera dorénavant la loyauté, non pas à lui, Ibeka, mais à la République. Et après, il a parlé effectivement en passage de rétrocommission. Il est clair que son gouvernement ou certains membres de son gouvernement étaient visés, mais dans le discours du président, on ne peut pas. Personne ne peut dire qu'il a nommément... l'extrait du discours écrit. C'était clair, à la limite, il ne restait qu'à donner des noms. Sinon, mais le président ne fait pas des allusions, je suis désolé. Il n'a pas fait d'allusions. Il a nommé des faits précis et on sait qui sont dans ces affaires. À la limite, il a dit en notre sein, il y a des Judas. En notre sein, il y a des gens qui ont des agendas cachés. À notre sein, voici, ça c'est précis. Non, il a dit que l'autre n'a pas d'agenda caché, le Premier ministre. Et qu'il est loyal. Il est loyal. Moi, je partage et que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je partage le point d'Alexis. D'accord, non, il a dit ça. D'accord, Serge, est-ce que le souhait ne sera pas de voir tout cela se concrétiser dans la formation du nouveau gouvernement, par exemple? Peut-être qu'on en saura. C'est pas vous qui formez le gouvernement, ni moi. Non, mais logiquement, c'est là où je ne partage pas ouvertement le point de vue d'Adam. On n'a pas besoin en politique de citer des noms. Il y a quand même eu des choses, quand il parle de rétrocommission, quand il parle de loyauté. On sait que la semaine qui a suivi... Je termine franchement, vous aurez la parole. Ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin de citer de noms pour qu'on sache de quoi on parle. Moi, par exemple, je me suis retrouvé dans les engreffes relatées. Je me suis retrouvé, moi, par exemple, dans le discours du président de la République, d'une histoire qui est en train de couver une affaire de plus de 150 milliards de francs CFA. Il est évident que, en tant que président de la République, vous ne pouvez pas nommément citer les gens, vous n'êtes pas obligé de citer nommément les gens, mais il est clair que chacun a compris. Attendez. Mais grandissons, quand c'est le président de la République, tu ne déclares pas. C'est pas déclaratoire, c'est pas comminatoire, c'est l'action comme il l'a dit lui. C'est-à-dire, il faut pas. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire ici? Le président. On est en train de donner les grilles de lecture du discours du président de la République. Le président a été déclaratoire dans son discours. Il a été comminatoire dans son discours. Il faut souhaiter qu'il ne soit pas velléitaire. Justement, Etienne Fakaba Sissoko, est-ce qu'il faudrait voir tout cela comme un nouveau départ? On peut l'entrevoir dans ce sens. Et là, ça peut être bien pour le Mali et pour le peuple malien. Moi, nouveau départ. Je ne le crois pas. De toute façon, je l'ai dit dans le discours, c'était plus un règlement de compte qu'autre chose. Maintenant, vous avez posé la question tout à l'heure par rapport au gouvernement, par exemple. Est-ce qu'il y aura de nouveaux hommes? Non, on vient juste de signer l'accord. Il va falloir satisfaire ceux avec qui nous avons signé les accords. Donc le prochain gouvernement va être un gouvernement politique et non un gouvernement de travail. Et donc toutes les pratiques que nous avons dénoncées, non. Mais il a le droit d'analyser, madame, quand même, non? Il a le droit. Mais il n'analyse pas. Donc aujourd'hui, on va aller vers un gouvernement pléthorique, on va aller vers le choix des hommes qui n'ont aucune référence pour être dans un gouvernement, des gens qui sont pressés de s'enrichir, et malheureusement ces histoires de rétrocommission. Mais vous serez peut-être démenti. Ce qui est sûr, c'est qu'on est là, on verra après ce discours. À part le Premier ministre qui a été félicité, moi je pense qu'il y a des ministres qui doivent être en train de trembler. Alexis Calambri, est-ce qu'on peut l'entrevoir comme un départ, c'est un nouveau départ à ce discours du président de la République? On l'espère parce que, comme on le disait tout à l'heure, le tout, il a planté le décor. La lecture nous permet de comprendre que
il nous avertit par rapport à ce qui va se passer. Et si rien ne se passe? Si rien ne se passe, c'est là où ce sera dommage. Parce qu'il a dit désormais il y aura de nouveaux critères de compagnonnage. On a entendu ça depuis les campagnes électorales. Donc c'est pas un discours nouveau en fait. Son premier discours lorsqu'il a prêté serment, on a entendu ces mêmes mots durs. On a tous applaudi. Mais après, qu'est-ce qui a suivi? C'est les histoires de l'avion, c'est les histoires de l'armement, c'est les engrais freelance. Donc aujourd'hui, les discours ne nous suffisent plus. C'est-à-dire que quand il dit que dorénavant le nouveau critère de compagnonnage sera la dédicace à la République, etc., c'est bon de l'entendre. Mais en même temps, on peut lui dire, mais ça aurait dû être le critère de tout temps. Et est-ce que le président est arrivé à un moment où il réalise que certains ne sont pas loyaux, d'autres le sont. Est-ce que le président va agir? Mais vous souvenez-vous, le même Ibeka en 92, interpellant le Sénide, il était porte-parole du président Konaré, je crois, a dit que le Sénide gérait le ministère du Verbe et gère le ministère de l'Action. Et donc, il est aujourd'hui au cœur de l'action, il est le détenteur de l'action, c'est à lui d'agir. Et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. La semaine prochaine, nous parlerons essentiellement du procès Hissène Habré qui s'ouvre lundi à Dakar au Sénégal. Ce sera donc le principal thème du débat de la semaine prochaine. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Etienne Fakaba Sissoko, économiste, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.